Pourquoi est-ce qu'on utilise des tests et des traitements de façon inappropriée? Là? Évidemment, il y a plus qu'une réponse à la question. On vous en montre quelques-unes ici. Je suis sûre qu'il y en a qui vont résonner avec vous. Il y en aurait bien d'autres qu'on pourrait dire. Et puis, c'est pas nécessairement faux. Là. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Là? Si je pars en haut à gauche, j'ai toujours procédé ainsi. On sait qu'on est fait comme ça. On est des gens d'habitude. C'est aussi une façon d'aller plus vite, hein, parfois d'avoir certains automatismes. Ça peut être dur à casser. C'est pas nécessairement une mauvaise chose qu'on ait des automatismes, mais par contre, il faut de temps en temps les questionner. Les termes les plus dispendieux et les plus énergivores dans le système de santé, juste au cas où son petit frère, tant qu'à y être, pendant qu'on y est, il n'y a plus vraiment de place là, en 2021 pour des tests qu'on disait académiques, comme quand on faisait nos premiers stages de médecine interne. Donc, c'est pas parce qu'on teste le patient pour quelque chose, on lui fait une prise de sang, que soudainement, il faut que notre barre pour faire d'autres tests diminue parce qu'on le pique déjà. Donc, il faut un peu résister cette pression-là de se dire « Ah, je le pique déjà, je pourrais rajouter X, Y, Z. » Mais si je n'avais pas à le piquer, est-ce que j'aurais vraiment fait ça? Je ne veux pas de plainte et poursuite. Et puis, je sais à quel point c'est anxiogène, cette question-là, à quel point c'est traumatisant d'avoir une plainte ou une menace de plainte contre nous. Ça vient tellement nous chercher dans notre identité personnelle et professionnelle. Par contre, quand on regarde les raisons pour lesquelles les gens sont victimes de plaintes et de poursuites, c'est presque exclusivement des questions de communication. Donc, ce n'est pas vraiment que vous avez fait un test ou pas fait un test, c'est qu'il y a eu un problème dans la communication entre le soignant et le patient qui a fait que le patient s'est senti lésé à tort ou à raison. Donc, ce n'est pas une solution pour ne pas se faire poursuivre que de faire tout simplement plus de tests, là, par exemple, même si ça peut être tentant de fonctionner comme ça. D'autres choses en temps, c'est la faute du système. Puis c'est certain qu'il y a des fois où on se dit cet examen-là qui est préalable, ça n'a pas de bon sens. Puis on ne peut pas toujours monter sur une boîte à savon, mais quand quelque chose se produit assez régulièrement dans votre milieu, ça peut valoir la peine d'aller questionner. Tu sais, c'est qui a décidé ça? Puis est-ce que c'est quelque chose qui change? Là? Parce que ce n'est pas des lois divines non plus. Là. On a quand même la capacité de changer certaines choses. Le patient le veut, j'en ai déjà parlé. Puis des fois, effectivement, le patient le veut. Mais par contre, quand on va chercher pourquoi le patient nous en parle, pourquoi il veut, des fois, on réalise qu'il y a moyen de faire autrement. On a parfois une grande confiance dans nos tests. Hein. Les nouveaux tests sont bons, ils vont confirmer ce que je pense déjà. Des fois, on est mal pris parce qu'on savait qu'on avait un bon diagnostic clinique. On fait un test pour se confirmer quelque chose et le test ne dit pas ce qu'on veut. Et là, on est un peu pris avec tout ça. On a aussi une tendance à l'action. Hein? Mieux vaut faire quelque chose que de rien faire. C'est débattable, c'est débattu. Des fois, c'est correct de rien faire puis d'observer. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais rien faire. Mais c'est assez rare qu'il y a vraiment un moment où il faut intervenir, puis c'est tout de suite. Il y a certains moments en médecine où c'est comme ça, mais ce n'est pas la norme. Et puis, des fois, on se dit que c'est le médecin référent qui le veut. Et des fois, c'est vrai. Mais encore une fois, comme avec les patients, des fois, ça vaut la peine d'avoir la conversation parce que ce n'est pas toujours le cas. Puis le nombre de fois aussi où on se fait dire, les chirurgiens disent ah non, c'est pas moi qui veux le scan, c'est l'urgento. Les urgentaux nous disent ah non, c'est pas moi qui veux le scan, c'est le chirurgien. Des fois, il y a moyen de se dire il faut vraiment qu'on s'en parle parce que peut-être que tout le monde le fait pour quelqu'un d'autre. Puis finalement, il y a personne qui en a vraiment besoin ou ça peut. On peut trouver des solutions alternatives. Fait que voilà simplement là, quelques exemples. Quelques perceptions potentielles des patients. Puis on n'est pas immun à ça, hein, même si on est des soignants, on habite dans la même société que nos patients, avec tous les biais que ça implique. On a une notion que plus, c'est mieux, alors que maintenant, on voit bien que ce n'est pas toujours le cas. On a la notion que plus tôt, c'est toujours mieux. Puis il y a certainement des situations spécifiques où plus tôt, c'est mieux, mais ça, on ne peut pas vraiment le généraliser. Là, c'est une généralisation franchement hâtive. Le dépistage ou le diagnostic plus précoce, ce n'est pas toujours quelque chose qui fait une différence là, dans les issues cliniques. Les bénéfices du traitement, ça dépasse toujours les risques. C'est sûr qu'on a un biais vers l'action comme médecin. Malheureusement, on a tendance à surestimer les bénéfices, à sous-estimer les risques. Et dans nos conversations avec les patients, là, c'est très bien documenté, à parler beaucoup plus des bénéfices que des risques des actions qu'on va entreprendre. On veut s'assurer que nos patients ne pensent pas qu'on les rationne. Donc, des fois, on se dit, si je dis non, il va penser que c'est parce que je rationne les soins de santé. Puis, loin de nous l'idée de dire qu'il ne faut pas le faire pour sauver des coûts. Si on avait vraiment un bénéfice à faire ces examens-là, bien là, ça justifierait qu'on les fasse. Le problème, c'est d'engager des ressources qui peuvent causer des torts aux patients, pas parce qu'on veut sauver des sous, mais parce que si on ne peut pas les aider et qu'on va leur nuire, bien, il y a un problème.
Il y a aussi des patients qui pourraient dire, ben, le médecin est mieux placé que moi là, pour prendre ces décisions-là. Je vous laisse décider pour moi. Puis on comprend ce raisonnement-là. En même temps, c'est quelque chose qui peut certainement là, se changer, même si on a des patients qui sont un peu de la vieille école là, où le médecin leur dit quoi faire, puis ils optent en temps. La décision partagée, ça s'apprend des deux côtés. Puis c'est sûr que la première fois qu'on essaie de le faire comme soignant, c'est pas facile. La première fois qu'un patient, on engage une conversation de décision partagée avec eux, ça peut ne pas être facile, mais ça peut là, s'intégrer graduellement à notre pratique. Finalement, il y a aussi des facteurs qui appartiennent aux stagiaires, hein. Les stagiaires peuvent continuer à faire des pratiques parce que c'est comme ça qu'ils l'ont appris ou encore parce qu'ils pensent qu'un superviseur va vouloir un test ou encore la crainte de manquer un diagnostic. Je pense qu'il y a des choses qui sont propres aux patients. Enfin, il y a des facteurs qui sont communs aussi aux patients, aux soignants, aux médecins. Et le fait de ne pas vouloir manquer un diagnostic, je pense qu'il n'y a aucun patient qui est complètement à l'aise et personne n'a la même tolérance au risque. Et ça, c'est vrai pour les stagiaires, les médecins, mais aussi les patients. La notion de manquer de temps revient souvent. On pense au temps que ça va nous prendre pour discuter d'un test ou d'un traitement, mais dans les faits, on pense rarement au temps que ça va nous prendre pour gérer ce résultat-là qui, des fois, arrive dans une zone grise et on est plus embêté qu'autre chose avec un résultat dans une zone où on n'est pas très aidé, on ne sait plus quoi faire avec ce résultat-là. Il y a aussi chez les stagiaires la notion qu'on va peut-être apprendre dans le processus, que ça va mener à peut-être des techniques ou que ça va mener à des apprentissages ou plus ciblés pour ce patient-là. Et finalement, ben, la possibilité de trouver un diagnostic rare. On enseigne à nos stagiaires à penser à des maladies qu'on voit en pratique clinique en première ligne très rarement parfois. Nos apprenants font des stages en milieu universitaire et voient des maladies plutôt rares qu'on retrouve beaucoup plus rarement dans la communauté. Donc, nos stagiaires peuvent penser que ça va impressionner les patrons de trouver un diagnostic rare. Et ça rejoint un peu le manque de temps, mais l'idée que c'est plus rapide de demander un test ou pas. Puis, on va vous parler de Donald Trump, qui n'est qui n'est plus à la présidence, mais qui a servi en quelque sorte à comprendre pourquoi on fait encore usage de tests et de traitements qu'on sait qui sont non pertinents. Et pour ceux qui ont suivi l'actualité dans les mois précédents, ont peut-être vu que M. Trump a reçu tout un cocktail de médicaments quand il a été diagnostiqué avec la COVID-19. Il a reçu de la dexaméthasone, mais alors qu'il avait une forme réputée légère, selon ce qu'on rapporte dans les journaux. Mais il a reçu du zinc, il a reçu des antiacides, il a reçu toutes sortes de vitamines et des anticorps monoclonaux contre la COVID. Donc, toutes sortes de choses qu'on sait qui ont une efficacité, en fait, pour lesquelles il n'y avait pas de preuves à l'appui, ou très peu de preuves, ou pas applicables dans son contexte. Et ça s'est à se demander pourquoi est-ce qu'on a utilisé ces traitements-là dans son cas. Et la déclaration du médecin responsable de la santé du président a dit, c'est le président, je ne voulais pas m'empêcher d'utiliser n'importe quel traitement s'il y avait une possibilité que ça pourrait ajouter de la valeur à ses soins et le rendre en meilleure santé plus rapidement. Je voulais prendre cette chance. Et ça, je pense que ça part du biais qu'on peut avoir par rapport aux tests ou aux traitements et penser aux effets positifs et d'occulter les effets négatifs qu'un traitement peut avoir ou une investigation, tous les torts qu'on peut en subir. Et ça, c'est vrai pour les soignants, mais c'est aussi vrai pour les membres du public. On pense très peu aux effets négatifs qu'un test peut avoir, mais on a tendance à surestimer les effets bénéfiques qu'on pourrait en retirer. Et ça, c'est un exemple vraiment, vraiment flagrant c'est pourquoi on vous le présente. Et comment est-ce que trop de médecine peut nuire à nos patients? Bien, Geneviève en a glissé un mot avec les excès de polypharmacie, mais encore certaines imageries inutiles. Et il y a plusieurs grandes catégories de torts qui peuvent découler de cet excès de médecine-là, dont le surdiagnostic, qui est de trouver des anomalies réelles, qui sont réelles à l'imagerie, à la pathologie, mais qui n'auraient pas eu de conséquences tant sur le plan des symptômes ou du décès si on ne les avait pas trouvés grâce ou à cause d'un test plutôt. Et ça, c'est vrai dans le contexte de dépistage, mais c'est vrai quand on pense aux incidentalomes qui vont découler d'une imagerie qui était peut-être inappropriée dans certains cas. Il y a toute la question de la surutilisation et c'est beaucoup de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est vraiment l'utilisation d'une modalité diagnostique ou thérapeutique dans des circonstances où les désavantages l'emportent sur les avantages la plupart du temps. Et la plupart des recommandations de choisir avec soin ont trait à la surutilisation. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, on ne devrait pas faire tel test ou on ne devrait pas proposer tel traitement parce que les avantages sont peu nombreux et les risques sont réels. Et comme Geneviève le disait au début, quand on dit qu'il y a des soins de faible valeur, donc des soins qui ajoutent
pas de valeur à la qualité de vie de nos patients ou à leur état de santé, bien, tout ce qui peut découler de ça, c'est des effets négatifs. Si une personne n'est pas aidée par un test et qu'il n'y a pas de potentiel que ça les aide, tout ce qui peut arriver, c'est les effets négatifs, l'irradiation, les faux positifs, le surdiagnostic. Donc, il peut y avoir que des conséquences négatives. Et c'est vraiment cette zone-là où il faut vraiment s'intéresser. Il faut se dire, ben, faut arrêter ces tests-là et ces traitements-là qui n'aident pas la santé de nos patients. Il y a toute la question de la polypharmacie. Geneviève en a donné des exemples avec les benzodiazépines, mais il y a plusieurs autres classes de médicaments qui sont très prescrites chez nos aînés. Je pense dans nos milieux d'hébergement, il y a plusieurs classes qui sont très fréquemment prescrites, comme les inhibiteurs des pompes à protons. Et chez beaucoup de personnes, il n'y a pas d'indication claire d'usage au long terme d'un inhibiteur des pompes à protons. Les sédatifs hypnotiques de façon générale, les antipsychotiques chez les personnes qui ont un trouble neurocognitif, c'est aussi des classes qui sont surprescrites. Et finalement, il y a toute la question des cascades. Qui dit utiliser trop de médicaments, bien, il y a des cascades qui découlent de ça, donc des effets secondaires ou des conséquences d'un médicament, et on se retrouve à gérer des effets par un autre médicament. Donc, un classique, c'est l'édème des membres inférieurs en raison de l'amlodipine et qu'on va traiter avec un furosémide. On se retrouve avec une hypokaliémie qu'on va traiter avec un autre médicament. Et bref, on peut avoir des cascades de plusieurs médicaments dans ces contextes-là. Et ça mène à 4 questions que Choisir avec soin vous recommande dans tous les contextes qui sont des bonnes façons pour vous et vos patients de réfléchir à la pertinence d'un test ou d'un traitement. Et les 4 questions s'appliquent en contexte de supervision pour ceux qui travaillent en milieu académique. C'est est-ce que j'ai vraiment besoin de cet examen, de ce traitement ou de cette intervention? Ou pour vos résidents ou pour vous, vous demandez, est-ce que mon patient a vraiment besoin de cet examen, de ce traitement, de cette intervention? Quels sont les côtés négatifs? Est-ce qu'il y a des options plus simples et plus sécuritaires? Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Donc, je vais passer la parole à Geneviève. Ce qui nous amène à quelles leçons retenir pendant et après la pandémie, parce qu'on est quand même encore pendant, même si on n'est pas au sommet d'une vague comme récemment. Et puis bon, quand est-ce que ça va être vraiment l'après-COVID? C'est une bonne question, mais c'est pas... il n'y aura pas un jour nécessairement où on va annoncer la fin de la COVID. Ça va être un processus graduel, mais tout de même, c'est un bon moment où les gens se sont questionnés, soignants et patients. Et puis, il y a des choses qu'on a mis sur pause. Fait que c'est vraiment un bon moment pour se questionner sur nos pratiques puis utiliser là, ce moment dans le temps-là pour voir s'il y a des choses qu'on veut arrêter, pas reprendre différemment, reprendre moins, toutes sortes de façons un peu de voir ça. Donc, quelques exemples. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait, on a vu 2 types d'articles passer pendant la COVID. Un type ultra alarmiste, qu'on allait tous mourir du cancer parce que la COVID avait eu lieu, qui attribuait souvent ça à une question de stop de dépistage, ce qui est mathématiquement un peu impossible parce que les bénéfices du dépistage se voient sur 7, 10, 12 ans, sur des centaines et des milliers de personnes. Donc, c'est évident qu'en 6, 12 ou 18 mois d'arrêt de dépistage, c'est impossible de voir une épidémie de cancer. Ensuite, est-ce qu'il y a eu des problèmes dans en fait, la prise en charge des gens qui avaient déjà des symptômes ou qui avaient déjà des diagnostics qui n'ont pas été opérés ou traités dans les délais raisonnables? Ça, c'est une question très différente. Puis c'est tout à fait possible là, qu'on puisse montrer qu'il y a eu un problème avec ces délais-là, mais il ne faut pas confondre tout ça ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a moins de soins de santé, en fait, que les gens vont plus mal. On a vu là, une chute de plus de 40 des consultations, 30 des tests d'imagerie et de laboratoire, 30 des admissions à l'hôpital, 30 des traitements. Et c'est quelque chose qui a été publié là, par un collègue à nous en 2020. Donc, une réduction là, qu'ils estimaient à 37 là, des soins de santé. L'article nous venait de l'Australie. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait que la réduction était surtout chez les gens peu malades. Donc, peut-être qu'on était en fait en train de réduire des soins principalement à faible valeur. Puis tout n'est jamais 0 ou 100 donc il y a sûrement des gens qui avaient besoin de soins là-dedans, qui ont eu peur d'aller à l'hôpital puis qui en ont pâti, mais ça montre que spontanément, ce n'est pas nécessairement les gens qui en ont besoin qui arrêtent d'y aller. Il y a aussi beaucoup là, de consultations ou de trucs à faible valeur qui ont pas été faits ou qui ont été faites différemment, des chirurgies qui ont été faites en chirurgie d'un jour, des procédures qui ont été faites en externe. Puis si ça fonctionne, mais pourquoi on reviendrait là, à comme avant après? Fait qu'on va continuer.
Un autre exemple là, qui est un peu moins dramatique que bientôt 18 mois de pandémie, c'est qu'est-ce qui arrive quand il y a un gros congrès là, national aux États-Unis puis que la majorité des patrons vont au congrès et abandonnent là, leurs patients avec des résidents dans les hôpitaux. Donc, ça a été publié. Là, ceci n'est pas une blague. This is not the onion. On n'est pas le 1er avril. Un article vraiment intéressant du JAMA sur la mortalité et aussi là, les patterns de traitement chez les patients qui étaient hospitalisés pendant les rencontres nationales de cardiologie aux États-Unis. Et on voit que les patients qui étaient admis dans les hôpitaux d'enseignement, qui perdaient une partie de leurs enseignants pendant ce temps-là, avaient en fait une mortalité moindre à 30 jours s'ils étaient admis pendant les grandes conférences. Et puis, ils avaient généralement des interventions, ils avaient moins d'interventions qui étaient moins extensives. Là. Donc, ils avaient moins de reperfusions. Et c'est comme ça qu'on pensait en fait que la mortalité était diminuée. Bref, laisser à des gens en théorie moins expérimentés qui ne demandaient pas ou ne faisaient pas des procédures invasives, les patients n'allaient pas moins bien, ils allaient en fait mieux. Donc, peut-être que si on est un peu plus hands-off, dans le fond, les choses peuvent parfois aller mieux et se résoudre d'elles-mêmes. Donc, c'est semi-humoristique, ça demeure très, très vrai. C'est des collègues d'importance là, qui ont publié ça. Mais ça montre peut-être à plus petite échelle qu'est-ce qu'on a vu avec la COVID dans certains lieux. Donc, on va vous séparer ça là, en des choses qu'on vous suggère à continuer ou à cesser post-pandémie ou à simplement à ne pas reprendre. C'est une liste qui est non exhaustive, sinon on serait ici jusqu'à 2 heures du matin, ça nous ferait bien plaisir, mais ça rentrerait moins bien dans l'horaire de tout le monde. Certainement, ce n'est pas des choses que vous pouvez cesser de faire juste à cause de la pandémie, mais on pense que c'est un bon moment. Oui, et puis il y a certaines choses auxquelles on peut penser, mais et ça, ça vient beaucoup de notre expérience, plus que de données qu'on a vues, mais sur le terrain, c'est ce qu'on a vu beaucoup avec nos patients. C'est qu'en fait, une chose à continuer, c'est de continuer à réfléchir aux risques et aux bénéfices. Et la pandémie a eu cet effet-là de nous amener instinctivement à penser est-ce que ça vaut la peine de faire un test ou un traitement en milieu hospitalier parce qu'on risque d'exposer notre patient à des maladies nosocomiales, les éclosions de COVID. Donc, avant d'envoyer quelqu'un au centre de prélèvement, on s'est vraiment posé la question est-ce que ça valait la peine de faire un test? Est-ce que ça allait changer notre conduite? Donc, on s'est beaucoup questionné sur ça. Et ça, sans avoir de chiffres à l'appui, je dirais que c'est une chose qu'il faudrait continuer à faire, de se dire juste de se poser la question est-ce qu'un test ou un traitement est utile pour nous? Ça, on ne devrait jamais perdre ça de vue et continuer à le faire réellement. Il y a aussi, on a vu une réduction des pratiques de faible valeur, et ça, il y a des variations selon les régions, mais on sait qu'il y a eu une grande réduction des hospitalisations électives, comme le disait Geneviève, au profit de procédures réalisées en ambulatoire. Je pense entre autres aux procédures orthopédiques qui ont beaucoup réduit dans la dernière année. Mais il y a aussi des pratiques de faible valeur qui nous concernent comme médecins de famille, et c'est vraiment l'examen annuel. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une chute dramatique des gens qui consultaient pour leur examen annuel et qui, on le sait, l'examen annuel ne change pas la mortalité, ne change pas les hospitalisations, il n'a pas d'impact sur la qualité de vie. Et ça, malgré le fait que c'est connu depuis les années 70, que le groupe d'études canadien s'efforce de dire aux cliniciens de ne pas faire d'examen annuel chez des patients en bonne santé ou chez des patients qui n'ont pas une condition particulière qui nécessite un suivi rapproché, de ne pas faire d'examen annuel. Et malgré tout, c'est quelque chose qui est encore très prévalent et qui coûte très cher au pays. Et on sait donc que ça a été franchement réduit avec la pandémie. Les gens n'allaient pas voir le médecin pour rien. Je pense que c'est la bonne façon de le dire parce qu'on sait que ça n'aide pas vraiment l'examen annuel. Donc, ça Juste a comme ça. réduit. L'autre chose, on sait qu'il y a eu une réduction de la surveillance excessive et je prends l'exemple des patients diabétiques et on sait qu'il y en a eu moins des hémoglobines glycées dans la dernière année. Et comme disait Geneviève, tout n'est pas noir ou blanc, mais une chose est sûre, il y a des patients qui auraient eu besoin d'une surveillance plus rapprochée qui n'en ont pas bénéficié, mais il y a probablement beaucoup de patients aussi qui n'ont pas eu une surveillance excessive du diabète et qui n'en avaient pas de besoin. Je pense aux diabétiques qui sont bien contrôlés, qui atteignent les cibles et qui n'ont pas de conditions médicales qui justifient une surveillance excessive. Et on peut se permettre, dans beaucoup de cas, de surveiller l'hémoglobine glycée aux 6 mois ou même annuellement, selon le contrôle et selon les changements d'habitude de vie. Donc, c'est réaliste et c'est faisable. Et rappelez-vous que la surveillance énergique des maladies chroniques comme le diabète n'est généralement pas associée à des issues favorables. Les gens ne meurent pas moins parce qu'on fait de la surveillance intensive de certaines maladies comme le diabète, même que c'est associé à certains torts. Le contrôle intensif du diabète est associé à une mortalité cardiovasculaire augmentée. C'est une courbe en J. Donc, rappelez-vous qu'il n'y a pas toujours de bénéfice à être plus agressif avec certaines maladies chroniques chez la plupart des gens. Et
Une autre chose qu'on a vu aussi, il y a eu une réduction de la surveillance ou du dépistage. On s'est vraiment posé la question, avant de faire un test de dépistage, comme faire venir quelqu'un pour un pap test, on s'est vraiment demandé, dans la dernière année, est-ce que le pap test est dû? Est-ce qu'on est dû pour faire cet examen-là pour éviter une visite en clinique? Et dans la dernière semaine, on a eu des reportages dans les urgences, comme quoi les gens ont eu la difficulté à accéder aux consultations en personne. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a eu certaines consultations qui ont été évitées avec la dernière année. Et il y avait des données qui ont été publiées sur l'usage du pap test et qui montraient qu'aux États-Unis, que c'était 64 des femmes qui avaient eu un pap test trop tôt par rapport aux intervalles de dépistage recommandés sans condition qui justifiaient ça. Un pap test normal et qui avait été répété chez 64 des femmes avant 3 ans. Donc, c'est quand même quelque chose qui est parlant. Plus de la moitié des femmes qui sont surveillées trop intensivement alors qu'elles n'ont pas de conditions qui nécessitent ça. Et probablement qu'on s'en rapproche au Québec, on n'est probablement pas très loin de ces chiffres-là, même si on n'a pas de chiffres à l'appui officiel. Donc, vraiment, se poser la question, est-ce que le test d'un patient va être bon? Est-ce que le test de dépistage est utile en fonction de la qualité de vie, en fonction de l'espérance de vie de mon patient? Ça, on a vu qu'il y a eu une amélioration, une réduction de la surveillance excessive. Donc, on va parler là, justement un peu plus de dépistage, qui, comme Ronnie disait, c'est vraiment une question de se questionner sur le test qu'on utilise, la fréquence à laquelle on l'utilise, puis pour quelle population on l'utilise. Et là, dans le contexte de reprise, chez qui on va reprendre en premier, parce qu'il y a des gens qui sont dans une position là, où est-ce qu'ils pourraient en bénéficier plus que d'autres. Un exemple là, super intéressant, puis c'était un peu un pet peeve que j'avais pré-pandémie, hyper-pandémie, et que j'aurai certainement post-pandémie, c'est la question de la coloscopie en contexte de dépistage. Donc, vous pouvez écrire dans le chat là, pour rendre ça un peu interactif. Par ailleurs, s'il y en a d'entre vous qui ont envie d'ouvrir leur caméra, là, ça pourrait s'assurer qu'on n'a pas l'impression de parler à un écran noir. Là. C'est un peu gênant à la longue. C'est pas grave si vous ne voulez pas, mais si certains d'entre vous peuvent le faire, ça serait gentil. La question de pourquoi est-ce qu'on ferait un FIT, un ROSI ou une coloscopie? C'est quoi les avantages et les inconvénients des deux? Puis pourquoi il y a des gens qui demanderaient encore là, une colo versus un FIT test? Là, on vous donne certains éléments de réponse ici. Certainement, là, une des raisons qu'on favorise l'usage du FIT, c'est que c'est un examen qui est bien moins invasif. Donc, comme des amis chirurgiens me le répètent souvent, c'est vraiment plate une colostomie pour une dépistage. Un risque connu et rare d'un examen comme une coloscopie, comme une perforation qui pourrait mener, peut-être pas pour toujours, mais ça arrive quand même malheureusement, là, à des colostomies de déviation, c'est un risque qu'on se justifie puis qu'on accepte puis on se dit ça fait partie de la game. Si on avait vraiment, vraiment, vraiment urgemment besoin de ce test-là, il y avait un saignement massif, on n'avait pas le choix de faire une colo. Mais c'est bien maudit quand c'était pour une colo de dépistage. Donc, il y a vraiment cette notion de risque-là qui va beaucoup plus loin là, que les choses plus dramatiques comme une perforation. Là. Il y a des gens qui se cassent des hanches en tombant dans les pommes en buvant leur 4e litre de Go Lightly. Donc, c'est pas toujours facile, là, la préparation, les désordres électrolytiques, les chutes qui peuvent en prévenir, les complications de la sédation, les complications de l'examen. C'est sûr que c'est un examen là, qui est moins cher d'un point de vue de système de santé, mais il y a aussi une question d'équité là, dans l'accès. Des coloscopistes, il n'y en a pas partout, c'est pas dans tous les villes et villages du Québec là, qu'on a des gens qui peuvent faire ça, puis est-ce que leurs ressources ne peuvent pas être utilisées à bon escient ailleurs? Donc, il y a eu des réductions là, dans le nombre de colos qui ont été faits au Québec. Et puis, les coloscopistes vont devoir là, travailler fort pour rattraper là, les P1, P2, P3 qui attendent. Donc, de grâce, n'ajoutons pas là, des coloscopies à leur liste d'attente, alors qu'on a un test là, moins cher, moins invasif, moins risqué. Et aussi, puis ça, c'est quelque chose qu'on en parle moins, qui est plus basé sur les données probantes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les études qui suggèrent la coloscopie comme test de dépistage pour le cancer colorectal, c'est des études observationnelles, alors qu'on a des études randomisées contrôlées de bonne qualité là, pour le ROSI. Donc, en fait, le ROSI est un test qui est plus evidence-based, qui a des meilleures données qui supportent son usage en dépistage. Donc, ça, c'est un cas indépendamment de quand est-ce qu'on recommence le dépistage du cancer colorectal, puis qui vous prenez, bien, utilisez le FIT en première intention. Évidemment, il faut aussi s'assurer que les autres conditions sont respectées. D'une part, que le patient est un candidat, que c'est un choix libre et éclairé, mais aussi qu'on a accès aux tests de confirmation, là, puis on y reviendra.
Un autre exemple flagrant, là, c'est l'antibiothérapie. On a vu là, des études récentes qui montraient qu'on avait davantage à recourir davantage à l'antibiothérapie lors des visites virtuelles, plus que les visites en personne, pour les mêmes raisons de consultation, là, alors que les patients mettaient les mêmes symptômes, alors qu'il y avait probablement beaucoup d'infections qui se promenaient, incluant bactériennes. Donc, le recours à l'antibiothérapie là, empirique pour une grande proportion là, de patients hospitalisés, ça c'est l'autre spectre, des patients qui étaient hospitalisés avec la COVID et puis à qui on donnait des antibiothéries parfois de routine, là, alors que la surinfection avec une pneumonie bactérienne est un phénomène qui demeure là, quand même pas la norme là, pour chez tous les patients. Donc, il faut s'assurer que ce changement de modalité de soins-là, qui est fait pour protéger nos patients, protéger nous, ne vient pas aux dépens de faire des raccourcis diagnostiques. Si quelqu'un se mérite une antibiothérapie, il se mérite probablement une visite en personne. Et avec la télémédecine, en fait, on aura encore plus l'opportunité de faire du watch and wait. Est-ce qu'on serait pas aussi de faire un petit appel de suivi dans 2-3 jours avant de faire remplir la prescription, par exemple? Donc, il y a des aspects là, problématiques de ce côté-là. C'était peut-être justifiable au début de prescrire des antibiotiques empiriquement quand on avait des patients qui étaient admis pour des COVID à l'hôpital, alors qu'on n'était pas trop certain des taux de surinfection, mais on a vu que ça a duré. En fait, les données montrent que même beaucoup plus loin dans la pandémie, alors qu'on savait que c'était une complication qui était très rare, on a continué dans beaucoup de centres à administrer empiriquement des combinaisons d'antibiotiques. Et donc, ça, c'est vraiment là qu'on doit se poser la question, et pourquoi on a continué à faire quelque chose qu'on sait qui ne marchait pas? Mais bon, ça, c'est une autre question. Bien, on sait qu'on fonctionne comme ça. On se dit, j'aime pas ça rien faire, je vais essayer tant qu'à l'avoir hospitalisé, pourquoi pas. Mais ça, c'est un exemple classique, justement, de surestimer les bénéfices, même quand on a des preuves autrement, puis sous-estimer les risques. Des personnes qui se disent, hey, what if si mon patient a une complication grave? Donc, intéressant là, pour la question des antibiotiques, on voit des conséquences peut-être même plus larges, là, puis ça dépasse un peu la mission de la rencontre de ce soir, mais des microbiologistes qui s'inquiètent en fait qu'il y aurait un impact sur notre microbiome individuel et collectif là, de cet usage assez intensif d'antibiotiques dans certains contextes. Donc, il y a toujours un impact là, individuel et collectif là, qui vient avec tout ça. Donc, réduction de l'usage des examens physiques. Je te laisserai continuer. Oui, bien sûr. On sait en fait que c'est un piège de prescrire des examens d'imagerie ou des analyses sanguines avant même d'avoir pu faire une évaluation en personne et un examen physique. Hein. Je pense entre autres au musculo-squelettique. On sait qu'une proportion importante de patients ont des trouvailles dégénératives avec l'âge en vieillissant, et c'est même la majorité des personnes âgées qui ont des trouvailles suggestives de pathologies comme des bombements discaux, de l'arthrose facétaire. Donc, c'est bien difficile de savoir qu'est-ce qui cause des symptômes de nos patients si on se fie juste à l'imagerie et on ne s'intéresse pas à la clinique. Donc, oui, l'histoire qu'on peut avoir au téléphone, mais toute la portion d'examen physique en musculo-squelettique est incontournable. Donc, de prescrire une résonance magnétique du genou avant d'avoir même fait un examen du genou, c'est vraiment quelque chose de douteux comme pratique. Moi, anecdotiquement, je peux vous dire que j'ai des patients qui ont eu des scans de l'abdomen pour une suspicion d'appendicite après une visite téléphonique. Je me questionne grandement sur cette pratique-là. Et bon, il y a eu clairement il y a eu un balancier. Hein. Il y a eu beaucoup d'investigations qui ont été faites un peu de façon questionnable. Donc, le piège, vraiment, c'est de prescrire des tests avant même de faire une bonne évaluation et d'être vraiment certain. On sait que le questionnaire, l'examen physique nous donne plus de 80 des renseignements dont on a besoin pour poser le bon diagnostic, et que les examens paracliniques viennent appuyer le diagnostic dans certains cas, mais que ce n'est pas essentiel dans beaucoup de situations. Et vraiment, le fait de commencer à faire des tests à tous ces patients-là sans avoir le contexte clinique qui le justifie, il y a le risque vraiment d'avoir des trouvailles fortuites, d'irradiation, même de dommages rénaux si on pense à des examens qui sont avec contraste, par exemple. Donc, vraiment l'importance de compléter notre démarche clinique. Et je pense que le raccourci qu'on faisait dans notre tête, et je m'inclus là-dedans, c'était de se dire, ben, ça va peut-être finir en imagerie de toute façon, donc pour éviter une visite en clinique, on va aller direct à l'examen. Puis en fait, ça ne marche pas de faire ça. Il y a eu des trousses qui ont émergé, qui ont été mises de l'avant par Choisir Alexion Canada, qui sont sur les bonnes pratiques pour les infections des voies respiratoires et les antibiotiques. Et des fois,
c'était nouveau, hein, pour tout le monde de savoir qu'est-ce qui était une consultation virtuelle versus qu'est-ce qui était une consultation en personne. Quels sont les critères qui devraient nous dire là, non, on est rendu à avoir une visite en personne. Puis dans les premiers temps de la pandémie, on a vraiment été fort sur les antibiotiques pour justement dire on traite comme s'il y avait une infection bactérienne pour éviter une visite et éviter des infections. Mais il y a une trousse d'outils qui est disponible sur le site web de Choisir avec Soin Canada pour vous dire ben, qu'est-ce qui serait qui vous donne des indices, en fait, sur qu'est-ce qui est une bonne raison d'amener quelqu'un à consulter ou pas pour justement freiner l'usage des antibiotiques. Comme disait Geneviève, la télémédecine s'est accompagnée d'une hausse du taux d'utilisation des antibiotiques pour des raisons de consultation similaires. Donc, c'est une tendance qui est assez préoccupante. Puis on va terminer finalement en parlant finalement du sujet de ce soir, hein, de la fameuse stratégie de reprise des activités post-COVID-19 par niveau de preuve. Euh, il y a peu de littérature sur la reprise d'activité après une situation comme celle qu'on a vécue qui est relativement unique dans les dernières années. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des choses qu'il faudrait prioriser. Et je vous apprendrai peut-être rien en vous disant que les patients qui ont déjà un diagnostic ou qui sont symptomatiques, les gens qui ont une maladie instable ou qui sont à risque de complications significatives à court ou à moyen terme sont les patients qu'on devrait prioriser. Donc, les gens qui ont une maladie qui est mal contrôlée, vraiment penser à suivre mieux ces patients-là. Les gens qui sont relativement bien, peut-être espacer les suivis autant que possible pour être disponibles. Il y a certaines activités qui peuvent paraître moins prioritaires, mais qui en fait ont toute leur importance, même en contexte de pandémie, comme les activités de dépistage et de traitement de la tuberculose. Hein. Quand on parle de maladies infectieuses, le fait d'arrêter des traitements ou des dépistages a le potentiel d'avoir une hausse des cas, comme c'est communicable. Et je pense aux ITSS. Les activités de dépistage des ITSS devraient être maintenues et on l'a vu, il y a plein de stratégies biomédicales de réduction de la transmission des ITSS et du VIH qui ont été grandement impactées dans les derniers mois, étant donné la pandémie et la réorientation des ressources. Donc, on peut vraiment, il y a un risque de progression et de transmission augmentée de certaines infections. Et finalement, la vaccination et certains suivis du développement de l'enfant sont considérés comme étant prioritaires. La vaccination particulièrement, on peut se demander, ben, comme on a une immunité de groupe, est-ce que c'est si essentiel que ça de continuer la vaccination? Et en fait, l'histoire nous montre que oui. Dans le démantèlement de l'ex-URSS, on a arrêté la vaccination pour quelques années dans certains pays. Il y a eu des éclosions de rougeole, il y a eu des recrudescences de plusieurs maladies qui étaient très bien contrôlées dans les années précédentes. Donc, la vaccination de routine devrait être maintenue, même en contexte de rareté de ressources. La pandémie nous amène à une espèce de cadre conceptuel qui est durant la pandémie, et bon, personne ne sait vraiment quand ça va se terminer. Est-ce qu'il y aura vraiment un après-COVID? Oui, mais ça reste flou quand ce moment-là sera réellement. Et durant la pandémie, on doit se dire qu'on doit prioriser les patients qui sont déjà diagnostiqués ou qui sont symptomatiques, qui nécessitent vraiment le suivi. Il y aura une phase de rattrapage de 2-3 ans. Vraiment, on peut vraisemblablement croire que les retards de certains tests ou certains traitements dans certaines situations vont mener à une phase de rattrapage de tout ce qui était non essentiel, comme le dépistage. Et là, ça va être essentiel comme médecin de famille. On aura un rôle de, excusez l'anglicisme, de gatekeeper et vraiment de s'assurer qu'on priorise les bons patients. Parce que la réalité, c'est que les ressources ne seront pas infinies. Et si on priorise tout le monde sur le même pied d'égalité sans faire de distinction, il y a des gens qui n'auront pas accès au bon dépistage au bon moment. Et il y a des dépistages qui certainement sont plus efficaces, qui ont plus d'importance et d'impact sur la santé de nos patients que d'autres. Et Geneviève va en parler dans quelques minutes. Et finalement, les visites préventives qu'on devrait intégrer selon les données probantes, en plus faire d'examens annuels, mais vraiment penser à des visites périodiques aux 2, 3 ans, 3 à 5 ans, en fait, dans certaines situations, devront se faire à plus long terme. On parle vraiment dans plus de 3 ans. Ça va être vraiment, c'est pas pour tout de suite. Et c'est un peu utopique de croire qu'on pourra le faire plus rapidement que ça. Et je vous demande, en fait, est-ce que tous les dépistages du cancer devraient être repris en même temps ou est-ce qu'on devrait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord que tous les dépistages du cancer devraient être repris en même temps? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes neutre par rapport à ça ou en désaccord ou tout à fait en désaccord? On aimerait ça, juste pour question de mettre un peu d'interactivité, juste voir où vous vous situez par rapport à ça. Si vous voulez nous l'inscrire dans le chat, on aimerait ça vous entendre et voir votre réflexion par rapport à ça. Un gros merci aux 3 personnes qui ont allumé leur caméra pour éviter qu'on se questionne si vous étiez vraiment là ici. Et puis, je pense qu'on a l'impression que les choses vont reprendre beaucoup plus vite. Là. Je suis contente que René ait vraiment rappelé cette idée-là. Ça a des années. On a l'impression que la vaccination est en cours vite. Là. Refaisons rentrer les patients. Là, du coup, on recommence le dépistage. Il y a beaucoup de rattrapage à faire sur des questions de symptômes, de gestion de maladies chroniques là, bien avant. Là. C'est vraiment
plainte aiguë en premier, patient symptomatique en général en deuxième, gestion des maladies chroniques en troisième. Et vraiment, quand les listes d'attente se seront posées un peu les questions de dépistage, parce que tout surusage mène à un sous-usage et toute personne qui a un test non indiqué ou faiblement indiqué ou non urgent, même s'il serait peut-être un jour indiqué, qui va l'avoir rapidement, mais va prendre la place de quelqu'un qui va peut-être l'avoir aussi, mais plus tard, alors que pour cette personne-là, le délai là, avait un impact. Là. Donc, par exemple, justement pour la question des coloscopies, toute personne qui va avoir une coloscopie de dépistage va potentiellement, oui, ils essaient de faire une priorisation, mais c'est jamais parfait, potentiellement retarder une coloscopie plus importante pour quelqu'un qui était symptomatique, parce qu'il y avait plus de bénéfices possibles. On voit beaucoup de D et de E qui sortent. Donc, on en est bien content parce que c'est ce qui s'en vient. Donc, on va parler un petit peu de dans quel ordre reprendre la question du dépistage du cancer après tout ça, s'il y a effectivement un après. Donc, on garde toujours en tête, là, on va vous parler de dépistage, mais plainte aiguë, personne symptomatique, gestion des maladies chroniques. Et juste une fois que ça c'est géré, que tous vos patients qui avaient des plaintes aiguës ont été vus, là, on parle de dépistage. Donc, le dépistage ne devrait pas reprendre là, comme hier, la semaine passée, cette semaine. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le dépistage a été mis sur pause. Et il devrait rester sur pause, non seulement justement que vous ayez le temps d'avoir ces conversations-là avec les patients parce que vous avez vu les patients plus urgents, plus malades, plus symptomatiques, mais aussi s'assurer que dans votre réseau, il y a une capacité de gérer les anomalies qui vont être trouvées. Donc, d'un point de vue éthique, on ne peut pas commencer à faire passer un test de dépistage si on n'a pas la capacité de gérer ce qui va en ressortir. Hein. Donc, on sait qu'il va y avoir beaucoup de faux positifs dans tous les dépistages. C'est comme ça. C'est la norme là, sur plusieurs tests d'avoir des faux positifs. On parle de, selon le test et le type de cancer, on parle de 20, 25, 30, 40, 50% parfois, là, si on cumule sur 10, 15, 20 ans l'intervalle complet de dépistage. Donc, si on n'est pas capable de gérer ces positifs-là, qu'on sait juste qu'ils sont des faux positifs plus tard, hein, quand on a un test de confirmation négatif, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. On ne peut pas avoir des gens qui attendent avec des fits positifs puis des mammos équivoques pendant des mois et des années. Ce n'est pas quelque chose qui se justifie. Et donc, avant de reprendre un dépistage, s'assurer là, que votre réseau est prêt à absorber là, cette gestion des anomalies-là et en plus des personnes là, symptomatiques. Ensuite, ce qu'on vous suggère, c'est de reprendre le dépistage selon là, la quantité de bénéfices potentiels d'un dépistage spécifique, oui, des disponibilités locales et aussi là, des niveaux de preuve, parce que tous les dépistages ne sont pas égaux. Et puis, c'est vraiment une bonne occasion pour vous là, de questionner si on dépiste uniquement les patients dans le groupe d'âge concerné, toujours après une décision partagée, là, puis une explication des risques et des bénéfices, puis s'assurer que le patient est prêt à aller plus loin dans le processus. Là. C'est malheureux quand quelqu'un est pris avec un fit positif, une mémoire normale, etc., et puis avait refusé là, de faire une colo, une biopsie ou peu importe ce qui viendrait après. Là. Il y a aussi une question de c'est pas juste l'âge du patient, est-ce qu'il est dans un groupe d'âge concerné, mais est-ce que le patient a l'espérance de vie pour en bénéficier? Les études sont faites sur des personnes, somme toute, en bonne santé. Donc, quand on dit le groupe d'âge, c'est 50, 74 ans ou 60, 69 ans, peu importe, ça, c'est pour quelqu'un qui a une espérance de vie moyenne. Je ne veux pas utiliser le terme normal, mais à peu près moyenne. Et donc, si votre patient, il a 61 ans, il est dans un groupe en théorie dépistable, mais il y a une espérance de vie de 3, 4, 5, 6 ans à votre avis, cette personne ne devrait pas être dépistée. On a juste l'occasion de lui faire du tort, on n'a pas l'occasion de lui faire du bien. Il y a l'espérance de vie, puis il y a aussi la capacité à subir les tests de suivi et les traitements. Il y a une question difficile à se poser. Là, j'ai des patientes qui sont tellement multipoquées, qui aimant mourir à chaque rhume, qui ont des conditions cardiaques et pulmonaires très, très graves et qui sont inintubables selon l'anesthésiste ou du moins inextubables si on les intube et donc pas des candidates chirurgicales. Est-ce qu'elles veulent vraiment aller de l'avant avec des dépistages dont le traitement serait probablement la chirurgie, même si ce n'est pas toujours la seule option? Il y a une discussion là, quand même à y avoir. Donc, bon groupe d'âge pour éviter le surdépistage, bon intervalle, bon test, uniquement quand on peut, puis avec une espérance de vie là, qui le justifie, puis une décision partagée. Donc, beaucoup de critères là, à respecter. Le premier cancer dont on va vous parler, c'est le cancer colorectal. On l'a déjà abordé un petit peu. Certainement, le premier message, c'est de favoriser le ROCI. On ne devrait plus faire de coloscopie de dépistage, sauf pour certains groupes là, à risque plus élevé. Il y a un excellent algorithme du ministère pour ça, pour se rappeler, là, parce que des fois, les questions de premier degré, deuxième degré, troisième degré, combien de deuxième degré font un premier degré? Qui sait qui est un troisième degré dans nos familles? Bref, c'est pas toujours intuitif. Là. Moi, je me réfère toujours à l'algorithme dans les questions d'histoire familiale. Et oui, il y a des gens là, qui sont à risque plus élevé que la moyenne
moyenne qui se méritent des coloscopies en dépistage, mais c'est une très, 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 très faible proportion de nos patients. Ça ne devrait pas du tout être la norme. Ça devrait être une rareté. Des gens qui ont soit des syndromes familiaux, là, Lynch et autres, soit des histoires là, assez significatives de cancer dans leur famille. Puis il faut bien suivre l'algorithme parce que ce n'est pas tout cancer qui est une histoire familiale positive. Hein? Quelqu'un qui a un cancer du côlon à 92 ans, ce n'est pas une histoire familiale positive. Ça veut dire que leur grand-père est mort après 92 ans, à toute fin pratique là, d'un point de vue statistique. Donc, certainement, le ROSI à prioriser, le reprendre uniquement quand le test de confirmation est disponible, quand l'accès à la colo va être acceptable dans des délais acceptables. Le ROSI est excellent, c'est un test qui est low touch ou no touch. Hein. Le test peut être laissé aux patients pour qu'ils prennent là, on avait même une petite fenêtre drive-thru à notre clinique où les gens pouvaient ramasser leur petit réceptacle pour un test d'urine ou un autoprélèvement. Donc, le ROSI pourrait être disponible comme ça. Et puis, une deuxième suggestion qu'on vous fait, en fait, c'est potentiellement de débuter par un groupe d'âge, un sous-groupe d'âge. Le dépistage cancer colorectal est suggéré là, par des groupes tels le groupe d'études canadien pour les soins de santé préventifs chez les 50 à 74 ans, mais le niveau de preuve, là, en fait, non, le nombre nécessaire à dépister, c'est mieux dit comme ça. Là, donc, le nombre de gens qu'on doit dépister pour qu'une personne ait une vie plus longue et évite le décès du cancer colorectal est 5 fois plus grand chez les 50 à 59 ans que chez les 60 ans et plus. À cause de l'incidence du cancer colorectal qui augmente beaucoup à partir de 60 ans. Bref, chez les 50-59 ans, là, il n'y a pas beaucoup de bang for buck. Le dépistage a quand même une balance positive, mais c'est très, très faible. Il faut dépister plus de 2500 personnes pour prolonger la vie d'une personne, alors qu'après 60 ans, on parle plus de 400-500 personnes. Donc, certainement, là, dans la reprise du dépistage cancer colorectal, commencer par les 60 ans et plus, qui ont évidemment là, une décision partagée, une espérance de vie substantielle et tout. Et après ça, considérer peut-être les 50-59 ans, encore une fois, après une décision partagée, parce qu'il y a des gens qui, sachant que le bénéfice est tellement plus ténu avant 60 ans, vont peut-être choisir, oui, de se faire dépister, mais peut-être fin cinquantaine. Ce n'est pas tout le monde qui, face à cette information-là, se dit, oui, 50 ans, let's go, on commence. C'est un dépistage là, qui serait dans les premiers à reprendre, à notre avis, pour plein de bonnes raisons. Bon essai randomisé contrôlé là, qui supporte ça, un test qui est peu invasif et qui peut se faire là, assez low touch. Il y a du surdiagnostic de cancer colorectal, évidemment, il n'y a rien qui n'a pas de surdiagnostic quand on fait du dépistage. Par contre, on surdiagnostique des lésions précancéreuses et non pas des cancers habituellement. Et les inconvénients sont donc moindres. Hein. Quand on surdiagnostique une tumeur solide, par exemple du sein ou de la prostate, bien, la solution, c'est de la chirurgie, de la chimio puis de la radio. Donc, on cause quand même beaucoup de tort aux patients. Quand on surdiagnostique des lésions précancéreuses comme le col ou le côlon, alors là, bien, il n'y a généralement pas ces traitements invasifs. On va enlever une lésion précancéreuse pour rien, mais le ratio risque-bénéfice là, est quand même beaucoup plus favorable. Donc, numéro 1, recommencer par le cancer colorectal serait notre suggestion. Deuxième cancer qu'on pourrait prioriser, c'est celui là, de le fait de dépistage de lésions précancéreuses du col de l'utérus, parce que véritablement, là, dans les pays qui ont un dépistage qui est assez régulier là, pour la plupart des femmes, on trouve très peu de cancer au dépistage du cancer du col. On trouve des lésions précancéreuses, puis c'est bien, tant mieux. C'est un cancer qui est une star là, pour le dépistage parce qu'il y a une tellement longue phase de latence là, de 10, 15, parfois plus que 20 ans là, pour les lésions précancéreuses. Donc, ça nous donne une opportunité là, multiple d'attraper une lésion. Et c'est donc un dépistage qui se porte très bien à la désintensification. On pourrait continuer de dépister, mais y aller pas mal plus mollo et peut-être là, augmenter les intervalles de dépistage. Pour le moment, la recommandation de l'INSPQ, qui a quand même plusieurs années d'âge, une dizaine d'années, est de commencer à 21 ans et de le faire aux 2 à 3 ans. La recommandation du groupe d'études canadien est plus de commencer à 25 ans et vraiment de le faire aux 3 ans. Donc, très bon moment peut-être pour aller vers une ligne directrice un petit peu moins intensive. Là. Et ces lignes directrices-là vont être certainement là, mises à jour dans les prochaines années. Ils vont probablement suggérer là, quelque chose d'encore moins intensif parce que les pays qui ont mis leur ligne directrice à jour dans les dernières années, c'est vers ça que ça allait un début plus tard, 25, parfois 30 ans. C'est déjà le cas dans beaucoup de pays d'Europe, là, un début à 30 ans et des intervalles qui sont beaucoup plus allongés,
3-5 ans généralement, là, en fait. Et parfois d'aller plutôt vers un test de l'ADN du VPH. Mais certainement, il y a des pays qui ont des programmes de dépistage tout à fait adéquats où l'intervalle de dépistage est 5 ans, même avec le PAP, et puis commence plus tard, là. Donc, il n'y a vraiment pas une urgence de se lancer sur les femmes dans la jeune vingtaine et probablement la vingtaine au complet, là. On pourrait mettre ça sur pause pour plus longtemps. Donc, on vous suggère, quand vous reprenez les pap tests, de reprendre avec vos patientes les plus âgées et de descendre. Malheureusement, on a tendance à surdépister les jeunes femmes à un moment où elles vont probablement clairer le VPH par elles-mêmes, donc beaucoup de potentiel de faire du tort, et on sous-dépiste les femmes un peu plus âgées dans la quarantaine, cinquantaine et soixantaine, et c'est là qu'on manque des cancers, et c'est pas mal moins élégant. Donc, commencez par les femmes plus âgées et puis redescendez. Malheureusement, les données disponibles pour le cancer du col sont vraiment de piètre qualité. Des fois, on donne une formation là-dessus, je fais la blague de est-ce que quelqu'un se souvient là, du premier essai randomisé contrôlé sur le cancer du col? Ben, il n'y en a pas eu. Hein? Fait que c'est un exemple intéressant d'une pratique qui est devenue extrêmement populaire dans des dizaines de pays avec 0 étude randomisée contrôlée qui la supportait. Récemment, là, il y a finalement eu un essai randomisé contrôlé qui était en fait un cluster, le randomized trial. Ce n'était pas un essai randomisé contrôlé au niveau individuel qui comparait un pap test par vie de femme à un test VPH, d'ADN de VPH à un test d'inspection visuelle avec de l'acide acétique, là, du vinaigre où on brûlait les lésions à rien. C'était un essai à 4 bras qui avait été fait en Inde et dans le fond, les 3 bras d'intervention montraient une réduction de la mortalité. Donc, on peut montrer une réduction de la mortalité avec un test pap par vie. Probablement qu'il y a moyen de ne pas en faire 26 comme on fait ici et d'avoir quand même encore un petit peu de bénéfices. Et comme le cancer du côlon, le surdiagnostic qui existe est un surdiagnostic de lésions précancéreuses et donc avec des conséquences moins dramatiques. Dans les pays, en fait, on parle de réduction du cancer du col, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une réduction dans tous les pays, en fait, entre autres par la réduction des facteurs de risque comme le tabagisme. Il y a d'autres facteurs qui expliquent probablement pourquoi le cancer du col a réduit dans les dernières années, pas uniquement le dépistage, il y a certainement contribué, mais il n'est pas la seule explication. Souvent, les études observationnelles, on les a fait et on a dit, ah, le cancer baisse avec le temps, c'est parce que le pap test, ça fonctionne. Et je ne vous dis pas de ne pas faire de pap test, au contraire. Mais en fait, il y a eu un engouement pour ce test-là et peut-être qu'on l'a adopté à trop large échelle et un peu à des sauces qui n'étaient pas supportées par les données probantes. Et on voit un peu un retour de balancier actuellement qui est de désintensifier certains intervalles de dépistage, comme disait Geneviève. Certainement, il y a aussi, on sait déjà qu'il y a une réduction de la mortalité d'un cancer dès qu'il y a un certain awareness là, dans la population que le cancer existe et donc que des symptômes inquiétants devraient mener à une consultation, d'avoir une masse au niveau du cervix qu'on sent, d'avoir des saignements là, franchement anormaux, des douleurs pelviennes sévères, des femmes qui ne se présentaient tout simplement pas avec ces symptômes-là avant. Là. Donc, il y a déjà une réduction qui se fait là. Puis effectivement, quand on compare les différents pays qui font du dépistage, le nombre de pap tests moyens par vie de femmes, on voit qu'ils ont tous eu une réduction de la mortalité par cancer du col de l'utérus assez similaire, malgré que des pays comme les États-Unis qui faisaient 2-3 fois plus de pap tests que des pays en Europe. Donc, probablement, comme l'étude indienne montrait, là, qu'il y a un bénéfice à faire un pap test par vie de femme, probablement un bénéfice à en faire 2 versus 1, puis probablement un bénéfice à en faire 3 versus 2, mais certainement pas là, en faire autant qu'on en fait maintenant. Donc, on continue là, avec le cancer du sein. C'est un cancer là, qui a un surdiagnostic qui est quand même assez fréquent, qui est quand même assez connu, avec des faux positifs aussi qui sont très, très fréquents. On parle du corps à la moitié et avec des tests de confirmation qui sont donc là, nécessaires assez souvent puisqu'il y a beaucoup là, de faux positifs. Donc, peut-être pas à reprendre en premier. Là. On suggérait d'y aller avec cancer colorectal, cancer du col en premier. Et puis, évidemment, à reprendre uniquement si les tests de confirmation et les traitements là, sont disponibles. On vous invite à aller voir la recommandation là, du groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs à cet effet, qui donne en fait une recommandation avant qui s'appelait faible et qui maintenant s'appelle conditionnelle. Donc, c'est une recommandation pour le dépistage qui dit de façon conditionnelle à une décision partagée, à une explication là, substantielle des risques et des bénéfices qui malheureusement n'a pas toujours lieu. Et donc, il faut absolument s'assurer là, que les femmes, avant de commencer le dépistage du cancer du sein, savent dans quoi elles s'embarquent et puis que c'est quelque chose qu'elles veulent entreprendre. Il y a de façon sociétale une
grosse surestimation des bénéfices du dépistage par mammographie. Si on pose la question là, autour de nous, si vous la posez à vos patients, à vos collègues, à vos membres de la famille, les gens ont souvent l'impression que beaucoup de femmes bénéficient là, et évitent le décès. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que dans les études les plus récentes, il n'y a pas de réduction de la mortalité totale, même s'il y a une réduction de la mortalité spécifique, et puis qu'il faut en général là, dépister plus de 1000 femmes là, pendant plus de 7 ans pour épargner la vie d'une femme. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont assez petits, là. Et le nombre nécessaire à dépister est plus bas, là, donc il y a moins de gens dépistés pour éviter un décès quand l'âge augmente. Donc, encore une fois, là, comme la plupart des tests de dépistage, reprendre par les femmes les plus âgées qui ont évidemment qui sont encore dans l'intervalle puis qui ont l'espérance de vie pour en bénéficier et puis réduire par la suite. On voit les bénéfices, là, même s'ils sont ténus, là, on parle d'une personne sur 1000, 1300. Surtout, on les voit en fait à partir d'études qui durent 7 ans et plus. Donc, si une femme a une espérance de vie de moins de 7 à 10 ans, là, il n'y a pas de pertinence à considérer une mammographie. En fait, ça nous amène à vous parler de la perception populaire de l'effet bénéfique du dépistage. Et certains collègues et nous avons écrit une lettre d'opinion sur la COVID et si la COVID-19 vous avait sauvé. Et ça, c'était en réponse, en fait, à tous les articles alarmistes qu'on a vus dans la dernière année sur l'épidémie de cancer du sein que les gens disaient voir parce qu'on avait mis sur pause le dépistage du cancer du sein. Et en fait, c'est très peu probable que l'arrêt du dépistage, quand on sait dans les études de bonne qualité qu'il y a un impact qui est modeste sur la mortalité, si on est optimiste présent, dans certaines études, il est très limité ou inexistant, mais tout de même, si on dit qu'il y a un bénéfice, il est petit. Il faut se rappeler que l'effet est quand même pas énorme du dépistage et les traitements se sont énormément améliorés dans les dernières années, ce qui fait que l'effet du dépistage s'est amoindri avec le temps. Le bénéfice d'un dépistage précoce, à mesure qu'on est devenu meilleur à traiter des cancers diagnostiqués plus tard, s'est amoindri. Et ça, c'est pas juste nous qui dit ça, c'est des données qui nous viennent de la revue Cochrane sur le dépistage du cancer du sein. Et en fait, l'idée, c'est que la plupart des femmes qui ont subi des torts dans la pandémie, c'est probablement plus par le retard de certaines investigations ou le report de certains traitements, l'accès aux traitements, que du retard du dépistage. Je pense qu'il autant on est des scientifiques, je pense qu'on a été beaucoup, quand on a un champ d'expertise très pointu, à voir des épidémies de diagnostic alors qu'il n'y a probablement pas de réelle épidémie. Et le recul nous le dira dans le temps, mais dans des moments historiques où il y a eu des pauses de certains traitements, comme disait Geneviève, pour la cardiologie, ce n'est pas associé à l'excès, la flambée de mortalité à laquelle on aurait pu s'attendre. Donc, je pense qu'il faut rester scientifique dans tout ça. Quel est l'effet ou le bénéfice réel du dépistage? Il est vraiment limité dans beaucoup de cas. Donc, comme vous voyez, vous a présenté certaines données, on vous a présenté aussi certaines observations qu'on a faites sur le terrain, peut-être pour réfléchir un peu, vous amener à penser à comment vous allez reprendre les visites avec vos patients dans les prochains temps, quand tout ça sera en route d'être derrière nous, on l'espère bientôt. Mais rappelez-vous que en fait, la balle est dans notre camp. Si on reprend tout comme avant d'un coup, en fait, on se tire dans le pied, on ne rendra pas les bons tests disponibles aux bons patients au bon moment. Donc, vraiment, pensez à prioriser les tests pour lesquels il y a les meilleures données probantes disponibles. On conclura en disant que les soins de faible valeur, on l'a vu, sont fréquents et c'est vrai pré-pandémie, c'est vrai pendant la pandémie et ça sera probablement vrai après la pandémie, malheureusement. Mais ça peut entraîner des conséquences négatives pour nos patients. Il y a eu des faibles valeurs qui ont émergé de la pandémie, comme la télémédecine dans certains cas et parfois le surusage de certains antibiotiques sur lesquels on devrait s'interroger. Puis le fait de repartir un peu à zéro après la pandémie, c'est le temps de réfléchir à comment est-ce qu'on gère des visites préventives et comment on intègre les données probantes dans notre pratique. Donc, on vous encourage à avoir cette réflexion-là avant d'être un peu happé par la vague de rattrapage qui va finir par arriver dans nos bureaux et qui commence même pour certains d'entre nous. Donc, vraiment, d'y penser, de réfléchir à la stratégie qu'on va adopter, peut-être même en équipe, d'avoir cette réflexion-là sur comment on donne les rendez-vous pour les examens annuels, qu'est-ce qu'on va prioriser. Et finalement, on vous encourage vraiment à reprendre les activités selon le niveau de preuve et selon la balance des risques et des bénéfices. Et la décision partagée, d'individualiser vos décisions en fonction de l'espérance de vie, en fonction des valeurs de vos patients, c'est une façon de sélectionner les bons tests pour les bons patients et d'éviter de surcharger un système qui est déjà épuisé, qui est déjà surchargé à l'heure actuelle. Donc, à ce stade-ci, on serait prêt à prendre vos questions, vos commentaires. On a une petite période dédiée à ça. Merci beaucoup.